Aujourd'hui, le terme de réalité virtuelle est souvent employé à mauvais escient pour décrire des situations indistinctes, alors que dans les faits, il recouvre des situations et des technologies fort bien différentes. De la même façon, on confond souvent la réalité virtuelle à la seule utilisation d'un visiocasque. Or, l'utilisation d'un tel matériel n'est ni nécessaire ni suffisante pour parler de réalité virtuelle. Ce cours a pour objet de poser quelques bases pour vous aider à distinguer les cas de figure et ainsi mieux faire vos choix parmi le champ des possibles. Les termes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, souvent utilisés l'un pour l'autre, renvoient dans les faits à des technologies et à des implications différentes. Les professionnels regroupent ces termes en une seule catégorie, les technologies immersives. Les technologies immersives ont pour point commun de plonger l'utilisateur dans un environnement numérique avec lequel il est capable d'interagir. On distingue ainsi trois grandes catégories. Le terme de réalité virtuelle renvoie au fait que l'utilisateur pénètre dans un monde totalement virtuel. Ici, l'environnement numérique remplace totalement l'univers physique. La réalité augmentée, quant à elle, ajoute des informations artificielles au réel. Il s'y superpose. Enfin, la réalité modifiée intègre des éléments artificiels dans l'environnement de l'utilisateur, éléments avec lesquels l'utilisateur peut interagir. Là, je reprends un petit peu le message de Nicolas Dupin de France Immersive Learning. C'est l'implication des formateurs, elle est importante, ou plutôt, parce que c'est eux qui vont identifier les meilleurs besoins et après, c'est eux qui vont le pratiquer au quotidien. S'ils n'ont pas envie, ce ne sera pas utilisé, ce sera vraiment dommage. Il y a pour l'application sur la mise en place, ils ont peut-être moins la motivation pour aller contre la prise en main qui peut être un petit peu compliquée sur le déploiement du cas, c'est-à-dire le paramétrage, etc. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple. Ça l'est de plus en plus avec les nouveaux modèles, mais il y a l'appréhension qui les bloque. Donc, d'où la nécessité d'avoir comme ça identifier réellement un ou des formateurs impliqués. Alors, nous, on développe les applications sur mesure, c'est-à-dire qu'on va s'adapter aux besoins du client et puis la conception, d'abord la définition du besoin, la conception, le développement et après le déploiement. Ce qui me paraît important de faire passer comme message, c'est qu'il faut bien considérer, lorsqu'on définit notre besoin, les conditions d'utilisation. C'est quelque chose qui est souvent pris un petit peu à la légère, mais c'est vraiment très important. Ouais. Est-ce que ça va être en conditions fixes, c'est-à-dire une salle dédiée, installation fixe et permanente, ou est-ce que ça va être un formateur qui va se déplacer et qui va aller de site en site pour rencontrer les apprenants. Ces conditions d'utilisation vont déterminer le matériel et donc le logiciel qui va aller avec. Lorsqu'on va créer l'application, on va essayer de se mettre dans les meilleures conditions pour que cette expérience soit une réussite. Et pour ça, on va essayer d'éviter au maximum tout ce qui est l'écrit. Ça, c'est important aussi lorsqu'on crée le scénario, d'éviter de demander à l'apprenant ou à l'élève de lire du texte, d'accéder à de la doc à l'intérieur de la réalité virtuelle. C'est pas adapté, c'est fatigant, c'est contraignant. On va au maximum utiliser soit une symbolique, soit un guidage par le level design pour l'amener vers ses objectifs plus facilement. En général, ça réutilise les bonnes pratiques qui viennent du monde du développement de jeux vidéo. Et enfin, c'est encore quelque chose qui a été évoqué par Nicolas Dupin. C'est sur
si le formateur est présent avec l'élève, il doit pouvoir à chaque instant savoir où en est l'élève dans son scénario, est-ce qu'il a atteint ses objectifs. S'il y a d'autres personnes dans la salle, il ne pourra pas forcément avoir toute son attention là-dessus. Il faut que, au moment où il va en fait, regarder le suivi de l'élève qui est en train de manipuler en réalité virtuelle, qu'il ait immédiatement un état de l'avancement, savoir où l'élève en est, et a posteriori, c'est-à-dire après l'expérience, savoir quels sont les objectifs atteints. Et après, c'est possible d'avoir une connexion avec les LMS pour que ces informations soient enregistrées et soient gardées pour savoir qui a fait l'expérience, éventuellement mesurer les progrès des différents élèves. Donc, je pense que tu as fait le tour avec les différentes choses à penser. Du coup, comment dire, on va revenir après, Melchior, peut-être sur effectivement, il y a des questions, je pense, qui arrivent. Donc, du coup, on va reparler de tout ça. Globalement, là, le dispositif qui a été mis en place fonctionne. Enfin, quand tu disais en fait qu'il a été utilisé par les formateurs, c'est le cas. Ah oui, il fonctionne. Voilà. Il fonctionne tous les jours. Par contre, il ne fonctionne que sur un site sur 4. C'est ça qui est un petit peu dommage. On a d'autres, le même principe, par exemple, une application qui venait d'un projet de la direction de l'innovation qui finalement n'avait pas très utilisé, très peu déployé, et une application qui venait d'un besoin d'un formateur sur un petit besoin très concret, à savoir s'entraîner à la mise en place de signalisation lorsqu'on fait des travaux de voirie, juste poser des panneaux. Et en fait, cette application-là, elle est énormément utilisée tout le temps parce que en pratique, ils n'arrivent pas à trouver des endroits où s'entraîner à évaluer les élèves juste sur la pose de signalisation. Ok. Melchior, j'avais juste une question, moi, Oui. sur est-ce que au stade de développement de tes usages, est-ce que tu arrives à identifier un profil du formateur qui va s'impliquer dans des. C'est extrêmement varié. Souvent, on s'en rend assez compte parce qu'il est Il faut qu'il soit matériel. technophile. Il faut qu'il soit curieux, oui. Ouais. Le formateur qui sera impliqué, c'est celui qui, sur un salon, aura déjà essayé les différents casques. Quand on lui montre, il va dire oui, ça j'ai déjà vu, ça j'ai déjà essayé. S'il n'a pas cette curiosité-là, c'est un pari. Mais Ok, merci Melchior. Donc David, on va passer donc à une autre techno qui est la réalité augmentée. Donc je vais te laisser présenter en fait ce que c'est. Alors je vais afficher effectivement, donc comme je vous l'ai passé dans le chat et comme on l'avait dit au début, il y a donc pour ceux qui veulent une application en fait qui s'appelle AirZone à télécharger sur votre mobile ou votre tablette. Maintenant, vas-y. Oui, donc en fait, un peu comme le disait Melchior, donc nous sommes une société qui a évolué au fur et à mesure de son évolution. Donc au départ, on a créé des contenus immersifs, donc des scènes immersives en réalité virtuelle et en particulier donc dans le cadre de la formation. Donc là, Melchior on a bien parlé et nous avons développé 3 outils qui sont 3 plateformes en fait. On est passé du mode éditeur de contenu à la possibilité de fournir des outils à nos clients utilisateurs pour créer eux-mêmes leur projet. Et parmi donc ces plateformes, on en a 3 en fait qui permet de faire de la détection de TMS, des troubles musculo-squelettiques sur les articulations, et on émule un avatar. Cet avatar nous donne le risque de créer des troubles musculo-squelettiques sur les postes de travail. Donc ça, c'est la première plateforme. Elle s'appelle TMS Studio. La deuxième, c'est une plateforme de réalité virtuelle
Donc, en fait, Walter en parlait tout à l'heure, c'est avec un appareil photo 360. Et puis la troisième, celle qui nous intéresse ce soir, c'est AR Zone, donc qui est la zone de la réalité augmentée en fait. Hein. Et cette plateforme, nos utilisateurs utilisent donc une interface produit qui ressemble vraiment à cet outil de Microsoft, un PowerPoint, contenu multimédia à différents endroits d'un support que l'on souhaite augmenter. Et avec son téléphone mobile, hein, tout simplement, on vient regarder ce support, qui peut être un support imprimé, hein, mais aussi un objet physique. C'est le cas de la carte électronique que vous avez devant les yeux. Et en regardant, en fait, avec son téléphone mobile, ce support physique, on vient. Alors, c'est une relation et on donne la possibilité de faire discuter le réel. Donc le réel est parfois assez sommaire, hein, on a peu d'informations sur le rajout de l'information multimédia qui va complètement pour pouvoir prendre des initiatives qui sont des initiatives, je dirais même, qu'il n'a jamais eu à prendre jusqu'à présent. Et donc à partir de là, donc il est accompagné. On peut, s'il n'est pas expert, évidemment, en réalité augmentée, insérer une vidéo sur laquelle on a filmé un expert qui, lui, va montrer le geste parfait à reproduire. Et à partir du moment où on a eu ce tuto qui s'est affiché dans l'espace réel de l'utilisateur, et bien, il va pouvoir reproduire le geste facilement. Alors évidemment, nos applications sont assez larges. On est là dans le monde de l'industrie 4.0, hein, donc la transformation numérique dont parlait aussi Walter, qu'on accompagne très, très largement. On a aussi des cas d'usage sur des machines. Donc, dans un atelier, par exemple, l'utilisateur avec son téléphone mobile ou sa tablette va regarder la machine et sur la machine, on va afficher en fait des informations qui vont pouvoir, par exemple, l'aider à accompagner des opérations de maintenance préventive. C'est le sujet. Ce projet AirZone est né vraiment dans le monde de l'éducation. Il est venu dans le monde d'éducation professionnelle autour d'un projet. C'est un institut de Chicago qui est spécialisé dans la formation des coiffeurs et des jeunes coiffeuses, en fait, qui nous a sollicité parce qu'ils avaient des supports papier. Et sur les supports papier, ils prenaient des photos et on avait des successions de photos de coupes de personnes avec des ciseaux tenus dans les mains. Donc honnêtement, si vous me regardez au niveau de l'écran, que le ciseau soit positionné comme ça ou comme ceci, vraiment, le résultat final n'était pas vraiment clair. Et donc, en fait, en venant rajouter des contenus, des contenus vidéo et des contenus 3D, donc des simulations 3D sur le document, on a créé 3 niveaux d'intérêt. Le premier niveau, c'est un problème d'attractivité de la filière. Comment dire, vous savez, hein, le monde de la coiffure est saturé lui aussi, et en même temps, on a une désaffection de ces métiers manuels. Surtout cette jeune génération a complètement finalement mordu au sujet et s'est positionnée très vite. L'autre point, c'est la formation à distance. Voilà, donc qui prend tout son sens aujourd'hui, hein, dans cette problématique de nouveau et d'une nouvelle manière
développement de nouveaux contenus sur ces existants-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'après, les usages se développent. Et puis, je voulais vous montrer et on a donc en réalité augmentée, et quand on le regarde, ou joué par les groupes. Donc, évidemment, en y rajoutant du Merci. C'est effectivement la notion de réutilisation qui permet effectivement de refaire un petit coup de rafraîchissement à des vieux documents. Et ça, je pense que dans le domaine de la formation, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant dans la mesure où en fait, le temps à passer pour recréer une formation est souvent long. Et quand on parle de ces technos, c'est vraiment un des points qui est forcément bloquant. Donc ça, c'est intéressant. Alors donc maintenant, ce que je vous propose, merci à tous nos intervenants. Ça va être de passer à un petit peu de questions-réponses. Alors déjà, c'est nous qui allons vous poser une question maintenant. Donc Hubert, en fait, tu vas remettre un petit klaxon dans lequel en fait on va avoir en fait une nouvelle fois la même question, à savoir maintenant, est-ce que ça vous a donné en fait, je dirais des idées supplémentaires ou non? Voilà, donc du coup on repart à zéro. Tout à l'heure on avait à peu près plus d'une quarantaine en fait d'idées en fait, qui sont revenues. Donc là vous retournez dans le klaxon et puis dites-nous maintenant par rapport à ce que vous avez entendu, s'il y a des choses émergentes dans ce qui a pu se passer. Alors, en parallèle, je vous rappelle, il y a toujours le fil de questions-réponses qui est ouvert. On va juste y venir juste après avec Walter, donc, qui est en train de se préparer dans les starting blocks pour relire toutes les questions et faire une super synthèse par rapport à… J'avais oublié quelque chose. Alors là, on a des idées qui arrivent. La notion de ludique, effectivement, une aide aux formateurs, une présence à distance, des contenus plus facilement évolutifs. Après, ajouter de l'information et donc faire de l'attractivité aussi. Ça, c'est ce qu'a dit David aussi, qui était important. Quelque part aussi, c'est un côté aussi un peu marketing. Donner de l'envie. Donc là, recyclage et enrichissement des contenus, donc du changement de posture du formateur. Alors ça, c'est vraiment hyper important. Ça rejoint ce que disait Nicolas et aussi Melchior tout à l'heure. Après, donc innover, rendre plus attrayant l'expérience réelle, l'efficacité, de l'attractif, du moderne, la montée en compétences des formateurs. Alors c'est clair que là, effectivement, il faut aussi, et ça on pourra peut-être en parler, c'est que les formateurs soient à l'aise avec l'outil. Au-delà de pouvoir voir ce qui se passe, il faut aussi pouvoir le gérer, cet outil. Donc, un accompagnement des formateurs, donc les former aussi forcément. OK. Vivre des expériences difficiles en dehors du champ visuel. Bon, très bien. Donc, du coup, vu qu'on est un poil à la bourre, merci Hubert, tu peux fermer peut-être le klaxon. Pendant ce temps-là, je vais tenter d'afficher l'image de mots. Ou Hubert, si tu peux le faire éventuellement. Les acteurs qui sont… Et moi, j'ai retenu 4-5 questions. Il y a la question du coût, ça coûte cher? Oui, non. Moi, j'ai envie de répondre, ça dépend du type de technologie utilisée. Ouais, je pense qu'il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Je ne sais pas, Nicolas, ce que tu en penses, ouais, Nicolas, tout dépend des choix qui sont faits. On parlait tout à l'heure de la réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Voilà, tout ça, ces technologies ont des conditions de conception, mise en œuvre et déploiement qui sont très différentes. Faire de la vidéo 360 interactive, c'est un bon point d'entrée pour commencer à faire des technologies immersives. Et ça, ce n'est pas très onéreux. Après, des entreprises comme celle de Melchior développent des programmes qui sont de plus en plus accessibles parce que le marché s'ouvre, donc les modèles économiques sont plus stables. Par ailleurs, les technologies, en particulier celles de développement, progressent très, très rapidement. Donc, on est vraiment sur une pente descendante en ce qui concerne les coûts.
Mais le vrai sujet des coûts, c'est celui que vous allez devoir mettre en place pour celui de la formation des enseignants à utiliser ces technologies. Le vrai coût, c'est la transformation des organisations de plus en plus. Voilà. Et celui-là, il n'est pas visible puisque ce n'est pas un investissement. Oui, c'est ça. Je dirais que la fourchette est assez large. J'ai déjà répondu par écrit, mais globalement, les applications les moins chères qu'on a réalisées, c'était dans les 5 000 € et les plus chères, 70, 80. Donc, c'est une fourchette assez large. Ça dépend de la longueur du scénario, de la complexité des interactions, la complexité du scénario. Est-ce qu'on prend en compte tout ce qui va se passer, voilà, si l'utilisateur se plante, est-ce que ça déclenche une panne qu'il faudra simuler, etc. Ou pas, est-ce qu'on l'empêche de faire des erreurs. Effectivement, les prix baissent, pas forcément parce que les outils de développement sont pas beaucoup plus performants qu'il y a quelques années. C'est aussi parce qu'on fait beaucoup de reuse. Comme on fait des applications un peu souvent dans le même domaine, industrie, services, etc. Il y a toujours une première étape, équiper les EPI par exemple. C'est équiper les EPI, on l'a déjà fait plein de fois, on en a plein des EPI. Donc aujourd'hui, c'est un développement qui nous prend vraiment très peu de temps. Et on va pouvoir passer plus de temps sur des choses qui sont vraiment spécifiques à vos métiers. Et moi, j'ai envie de dire aussi que le coût, il faut le mettre aussi en rapport avec ce que les coûts amortis peuvent être très rapides. Hein. Oui, c'est ça. Il y a un modèle d'affaires. On travaille pour des organismes de formation, par exemple, qui font du CACES. Le simulateur de nacelle en réalité virtuelle qu'on a fait pour eux, ça leur économise une nacelle. Alors effectivement, ils ne peuvent pas former au CACES entièrement en réalité virtuelle, mais pendant que certains manipulent sur du matériel réel, d'autres vont travailler d'autres enjeux sur la nacelle virtuelle. Ça évite qu'ils se tournent les pouces pendant que leurs camarades sont en haut dans leur nacelle, et ils vont travailler des situations peut-être un peu plus dangereuses, de nuit ou de mauvaise météo, par exemple, choses sur lesquelles ils n'ont pas la main en temps normal. Après, voilà, sur des marchés concurrentiels, ça leur permet aussi de se différencier, parce que vous êtes tous au courant qu'il y a pas mal de changements de la formation. Donc aujourd'hui, il faut aussi, d'une certaine façon, séduire l'apprenant qui va être capable de choisir où est-ce qu'il a envie d'aller. Et disons que ça fait partie de leur offre. Du coup, il y a aussi, donc là, c'est des coûts budgétaires ou du temps. Il y a aussi en fait des notions de coûts en fait qui a même pas de coûts, c'est des notions de sécurité aussi. C'est-à-dire que quand tu parlais en fait de monter sur une nacelle, oui. Là on est entre guillemets en sécurité. Walter, tu disais qu'on avait déjà du mal à sauter d'une planche de 2 cm quand on a un casque de VR sur la tête. Et là, effectivement, on peut se permettre en fait de faire des choses qu'on se permettrait sûrement pas sur une vraie nacelle. Tu confirmes ou pas? Oui, clairement, mais c'est un peu l'historique de la VR. On l'envisage un petit peu comme une incrémentation de la simulation comme elle a été développée dans le monde militaire depuis 20-30 ans maintenant. Avant, il y avait les simulateurs de vol, mais maintenant on va pouvoir simuler n'importe quel métier dans lequel il y a du danger. Et effectivement, d'entraînement à des situations d'incendie, par exemple, comment on réagit lorsqu'il y a le feu autour de nous, ça, c'est pas que c'est plus sûr, c'est qu'on ne peut pas le simuler ou se former là-dessus en réel, quoi. Ça, ouais. ça... Walter, du coup, est-ce que tu as une autre question? Ouais, je trouvais la question intéressante du lien avec les systèmes de LMS et de suivi en fait des apprenants. Est-ce qu'il y a des outils peut-être que Nicolas, tu peux répondre là-dessus. C'est un énorme sujet qui faisait partie des enjeux que j'ai manifestés tout à l'heure. C'est vraiment un sujet, en tous les cas, si on veut passer d'expérience de formation et de preuve de concept à des outils qui développent des compétences. D'où la nécessité, d'avant de faire de la VR, de poser la question de quelles compétences on veut développer et ensuite de chercher des solutions. Probablement que ça va mieux marcher dans ce sens-là. Voilà. En tous les cas, aujourd'hui, disponible sur le marché et français, il y a la solution d'un des confrères de Melchior qui est Mimbus et qui a une solution
qui est assez adaptable à d'autres produits que ceux qu'eux produisent, qui sont très centrés sur l'apprentissage des gestes métiers et qui permet d'assurer un suivi des apprenants. Donc là, on a une bonne base de départ et qui est assez intéressante et qui est, à ma connaissance, très adaptable à d'autres simulations que celle de Mimbus. Au sein de France Immersive Learning, on s'apprête à lancer un groupe de travail sur justement la question de quelles traces d'apprentissage on cherche et comment on les normalise. Là, aujourd'hui, dans un marché émergent, chaque producteur de contenu fait du mieux qu'il peut pour répondre aux besoins de ses clients, qui sont très variables, pas toujours bien définis. Donc, il est de la mission d'une organisation fédératrice comme France Immersive Learning d'essayer de faire un travail de normalisation collectif pour fournir justement aux producteurs de contenu des guides méthodologiques pour faire en sorte que justement les traces d'apprentissage puissent être récupérées correctement et ensuite pour qu'elles puissent être incluses dans vos LMS. Je crois dans l'enseignement supérieur, vous utilisez beaucoup Moodle. Voilà, donc là, il y a un travail un peu collectif à faire pour normaliser les exports des traces d'apprentissage et du suivi des apprenants dans vos LMS ou les systèmes de SIRH pour les branches learning des grands groupes. Ça, c'est un vrai sujet et voilà, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place avec l'appui du CNAM, entre autres, qui s'intéresse évidemment beaucoup au sujet et qui est membre fondateur de France Immersive Learning dès le début d'année. Walter, est-ce que tu as une autre question ? Oui, il y a la question du niveau, c'est-à-dire est-ce que ces technologies-là sont adaptées à tout type de public, notamment à des publics qui pourraient être en difficulté scolaire, par exemple, de votre point de vue? David, peut-être sur la partie effectivement AR, en fait, est-ce que ça c'est quelque chose qui permet effectivement à tout public ou est-ce qu'on est sur des publics déjà qui ont besoin d'un certain niveau en fait, de compétences aussi en tant qu'apprenant d'ailleurs? Oh, ça, c'est un point important parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, et a priori, vous êtes tous spécialistes de la formation, ce qui est un peu moins notre cas. Nous, on est plus généralistes, mais l'apprentissage, en fait, et multi-canal globalement. Donc, on peut avoir un élève en difficulté sur un canal, on va dire le canal traditionnel, écrit, avec reproduction écrite, par exemple, et une perception visuelle ou sensorielle. Et donc, à partir de là, déjà la VR l'immerge complètement. Donc, en fait, ce n'est plus du tout le même fonctionnement cérébral. En fait, hein, le cortex va être transformé finalement dans une immersion totale. C'est le cas de la VR. Et ça, je pense qu'en termes d'apprentissage, c'est extrêmement intéressant. Et puis, au niveau de la R, évidemment, le tuto, le support vidéo, la répétition, à l'infini finalement du support proposé, qui aurait tendance à user le prof et peut-être même à le rendre un petit peu érectile. Sur le coup, cette mise à disposition de supports différents aide manifestement l'apprenant. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, mais je crois qu'on aura beaucoup de surprises avec des générations à venir parce que globalement, leur champ de captation de connaissances est bien plus large que le nôtre et je crois bien qu'on va avoir une mutation complète de l'individu dans son champ d'expertise. Et ça, c'est très, très intéressant à suivre, hein. Je pense que Nicolas doit avoir, je le vois lever la main, d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. C'est un sujet qui doit l'intéresser. Nicolas, tu pourras rajouter quelque chose ? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Pour la petite histoire, j'ai dirigé pendant 2 ans la Web Academy, en tous les cas le développement de la Web Academy, qui était la première école de formation de décrocheurs au métier de développeur web, et qui est l'ancêtre de 42 et qui a donné la grande école de numérique. Donc, la question de ces publics, c'est un sujet très important pour moi et dans le projet que je mène. Et si vous me permettez, je vais répondre à la manière suivante. Je pense que ces technologies sont particulièrement adaptées à ce qu'on va dire, ces publics prioritaires. Très souvent, ces jeunes gens, ces jeunes filles, mais c'est valable aussi pour beaucoup d'adultes, ont une vraie difficulté et impatience à s'habituer à nos dispositifs traditionnels de formation, qui sont très conceptuels. Regarder un webinaire pendant une journée, assister à une formation sur base de PowerPoint ou en amphithéâtre,
Voilà, tout ça, ça demande des habiletés intellectuelles, une construction de parcours personnel qui n'est pas donnée à tout le monde. Et le système très sélectif de l'enseignement secondaire qui est le nôtre ne leur permet même pas rarement d'envisager de pouvoir être dans ces dispositions. Quand on a affaire à ces gens-là, ils ont besoin d'être mis en situation pour apprendre. Ils ont besoin de concret, de réalité sous diverses formes et d'apprendre en faisant. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'expérience, nous avons tous de l'expérience dans notre domaine, cette expérience n'est que le résultat d'années de pratique. Donc, l'apprentissage par le faire a déjà démontré depuis fort longtemps son efficacité et ces technologies permettent de rendre cet apprentissage contextualisé par le faire, par la répétition, par l'absence de risque, extrêmement puissant. Donc, le vrai enjeu pour moi aujourd'hui, dans cette perspective de massification des usages des technologies immersives, c'est comment est-ce qu'on amène ces technologies extrêmement puissantes pour le réengagement de chacun ou la construction du parcours professionnel auprès des publics prioritaires dont les organisations sont rarement dotées intellectuellement, en termes d'organisation et financièrement pour accéder à ces technologies, ce qui n'est pas le cas des grands comptes, par exemple, ou des grandes universités qui vont se saisir du sujet et avec les moyens qui sont les leurs et qui sont relativement importants, souvent pas assez pour l'enseignement supérieur, mais qui le sont quand même. Le vrai enjeu, voilà, c'est comment on amène auprès de ces publics ces technologies pour qu'elles participent du réengagement dans la construction de leur parcours professionnel et d'une capacité de développer leur talent que leur permet ces technologies. Donc, c'est un vrai sujet et c'est un vrai levier, de notre point de vue. Merci Nicolas pour ce point. Il est déjà 19h07, on a mangé la grenouille. Ça va, c'est mais correct. Ça va. C'est pas trop mal. Claire, est-ce que tu es revenue avec nous? Oui, je suis complètement avec vous. Excusez-moi, j'ai eu des difficultés de connexion. Je suis au fond de la campagne. Voilà, écoutez, moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous remercier tous, à la fois nos conférenciers et invités pour leur témoignage, leur expertise, et puis à vous tous spectateurs, participants, qui contribuez par vos retours et vos questions à ce sujet. Donc, il y aura bien sûr un replay sur le site avec un article de Sylvie Siora qui est donc anime l'équipe webinaire avec Luc Piaton qui est avec nous aussi ce soir. Et puis on se retrouve dans un mois pour le prochain webinaire Ouest Apprenant sur un autre sujet de retour d'expérience. Voilà, on n'a pas encore déterminé le sujet, mais c'est chaque premier mercredi du mois, on se retrouve donc tous sur Zoom. Voilà, alors, du coup, alors c'est pas encore fini. Il y a la petite dernière question en fait que Hubert va nous passer, qui était en fait, du coup, est-ce que en fait tout ça, ça peut avoir du sens et comment dire, est-ce que ça sera des outils phares en fait dans 5 ans, ou au moins dans l'avenir. Donc du coup là, c'est une question qui est assez fermée, c'est oui non. Et l'idée, en fait, c'est de voir en fait, si globalement, on vous a convaincu ce soir que ça le sera ou pas. Voilà. En tout cas, comme disait Claire, merci à tous les intervenants. Alors, il y a eu plein de questions, en fait. Et du coup, on y répondra, je pense, avec Sylvie. On va voir comment on se débrouille pour récupérer tout ça et répondre à celles qui n'auront pas été répondues. Merci à tous les participants. Et puis, comment dire, à très bientôt. Donc, comme disait Claire, surveillez bien LinkedIn en fait pour les nouveautés en fait sur le webinaire du mois suivant. Et puis, on se retrouve. Claire est redisparue. Bien, merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors globalement, c'est oui, c'est une techno qui risque d'avoir du succès dans les années à venir, effectivement. Ouais. Alors, une techno au sens large. Moi, j'ai envie de dire que c'est déjà des technos d'aujourd'hui, mais bon. Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense que ça commence à se déployer. Ouais, ça commence à bien se déployer. Ouais. Dans les conversations sur la 5G qui sont effectivement pertinentes, la question des technologies immersives n'est jamais évoquée, ce qui est normal. Et pourtant, vraiment, la 5G, ça va être un vecteur important de possibilité d'utiliser ces technologies, en particulier dans les perspectives que j'indiquais tout à l'heure de classe virtuelle ou de réunions collaboratives qui fonctionnent aujourd'hui très bien, mais il va falloir un peu de réseau.
C'est clair. Et j'apprécierais qu'il y en ait, y compris dans les campagnes. Voilà, vraiment merci. Merci Fred en particulier pour ton animation, Hubert en back-office comme toujours, et Walter, Melchior, Nicolas et David. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Très bonne soirée. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Salut. Au revoir.